L'histoire commence par la détection d'un signal mystérieux provenant de l'espace profond. Dans une installation scientifique, un groupe d'astronomes identifie une impulsion de micro-ondes qui se répète toutes les 78 secondes. Bien qu'au début cela ressemble à un code de type Morse, ils découvrent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un langage, mais d'une séquence d'ARN. Intrigués, ils convertissent cet ARN en ADN et l'injectent à des rats de laboratoire. En parallèle, un compteur apparaît, indiquant qu'il reste 71 jours avant un événement inconnu. L'histoire se déplace ensuite vers Carol Sturka, une romancière à succès qui participe à une lecture publique à Dallas avec son agente et compagne, Hélène Lachemested. Bien que Carol se montre proche de ses lecteurs, en privé elle laisse transparaître une profonde fatigue et une relation ambiguë avec sa célébrité. Pendant le voyage de retour, son lien avec Hélène paraît affectueux, mais chargé de tensions émotionnelles. Le compteur avance rapidement, réduisant le temps restant à moins d'un mois. À l'Institut médical de recherche sur les maladies infectieuses de l'armée des États-Unis, dans le Maryland, les scientifiques Jen et Dee examinent l'expérience menée sur les souris, convaincus qu'elle a échoué, juste avant de procéder à leur euthanasie. L'un des animaux, apparemment mort, montre une activité cardiaque anormale et attaque Jen. Peu après, elle est prise de convulsions sévères. Lorsqu'elle reprend connaissance, son comportement change de manière inquiétante. L'infection se propage par contact physique, transformant toutes les personnes présentes en un groupe synchronisé qui commence à produire de la salive afin de reproduire la contagion. Un acte grotesque dans le hall d'accueil montre clairement que le confinement a échoué. Lorsque le compteur approche de zéro, Carol et Hélène retournent à Albuquerque, ajustent la visibilité des livres de Carol dans une librairie et s'arrêtent dans un bar. Les informations annoncent la fermeture d'aéroports, ce que personne ne prend au sérieux. À l'extérieur, les avions dessinent des trajectoires étranges dans le ciel et quelques secondes plus tard, la ville sombre dans le chaos, Hélène s'effondre. Les communications cessent de fonctionner et Carol tente de l'emmener à l'hôpital. Incapable d'utiliser sa voiture, elle fuit dans un camion volé, confirmant que l'effondrement est généralisé. À l'hôpital, médecins et patients subissent les mêmes convulsions. Carol lutte seule pour aider Hélène, mais celle-ci meurt avant de recevoir des soins. Soudain, les infectés cessent de convulser et deviennent inquiétamment sereins. Un employé s'approche de Carol et tente de l'embrasser, suivi par d'autres qui parlent à l'unisson en affirmant qu'ils veulent seulement aider. Terrifiée, Carol s'enfuit et rentre chez elle, où elle découvre que même les enfants du voisinage connaissent des détails intimes de sa vie. L'esprit collectif sait déjà tout. En quête de réponse, Carol allume la télévision et tombe sur une transmission officielle dans laquelle un homme silencieux apparaît derrière le pupitre de la Maison-Blanche. Un message à l'écran s'adresse directement à elle et lui indique de composer un numéro. Lorsqu'elle appelle, David Staffley lui révèle la vérité. Hélène n'est pas morte à cause du virus, mais du choc qu'elle a subi, et Carol est immunisée contre l'infection. Seules 12 personnes dans le monde ne se sont pas transformées. Le reste de l'humanité est désormais uni dans une seule conscience ruche partageant souvenirs, décisions et actions. Le virus ne tue pas, il fusionne les consciences et ne peut pas lire l'esprit des personnes immunisées. Staffley explique que Carol est observée et protégée pendant que la ruche cherche un moyen de la convertir. Il évoque aussi la possibilité que le signal d'origine ne soit pas une invasion extraterrestre, mais un message évolutif envoyé par une autre civilisation, ou même par des humains du futur. Le compteur réapparaît, mais au lieu de continuer à descendre, il commence à compter à l'envers, indiquant que la transformation mondiale a déjà commencé. Le monde après la conversion est alors montré. Dans différentes régions de la planète, comme au Maroc, les humains convertis agissent en parfaite synchronisation, faisant partie d'un système immense et coordonné. De retour à Albuquerque, Carol se réveille abattue et tente d'enterrer Hélène. Sa tentative est interrompue par l'arrivée de Socia, une émissaire de la ruche envoyée sous surveillance de drones pour s'assurer que Carol survive. Carol se méfie d'elle, consciente que son apparence a été conçue pour susciter une proximité émotionnelle. Lorsque Carol explose émotionnellement, la ruche subit une brève défaillance, révélant qu'elle n'est pas préparée à ce type de perturbation individuelle. Plus tard, Carol voit un groupe de travailleurs contrôlés par la ruche rester momentanément bloqués dans leurs tâches avant que le système ne se rétablisse. Socia revient pour aider à l'enterrement et confirme que la réaction émotionnelle de Carol a provoqué un effondrement à grande échelle. Des millions de corps connectés ont cessé de fonctionner durant cet instant.
L'ampleur des conséquences submerge Carol, qui doit porter le poids de cette révélation. Finalement, Carol accepte de rencontrer d'autres survivants. Parmi les 12 immunisés connus, 5 parlent anglais. Cette rencontre marquera la prochaine étape dans un monde où l'humanité n'existe plus comme individu, mais comme une seule conscience partagée. La réunion est programmée à Bilbao, un lieu choisi directement par la ruche. Bien qu'elle autorise la rencontre, l'entité avertit Carol Sturka que, même si elle la protège pour l'instant, elle ne peut garantir sa sécurité si l'un des immunisés décide de l'attaquer. La rencontre a lieu à bord d'un avion de haute technologie fourni par la ruche. Carol tente d'engager une discussion sur la manière de stopper le système collectif et de restaurer l'autonomie humaine, mais se heurte à une forte résistance. Plusieurs survivants se déclarent satisfaits de la nouvelle réalité. Kumba, en particulier, apprécie la liberté que la ruche lui offre pour satisfaire des désirs auparavant inaccessibles et soutient que le système a éliminé la discrimination et la cruauté. Carol réplique en soulignant le coût humain, la perte de l'identité individuelle, la disparition du libre arbitre et la réduction des personnes à de simples corps fonctionnels. Ils se rendent ensuite dans un endroit agréable pour manger. Socia révèle alors que le nombre officiel de morts dépasse les 886 millions. À cela s'ajoute une donnée dévastatrice. L'explosion émotionnelle de Carol a provoqué la mort de 11 millions de corps connectés lorsque la ruche a brièvement failli. Carol utilise sa propre culpabilité comme argument, démontrant que le système n'est pas aussi parfait qu'il le prétend. La tension monte lorsqu'il devient clair que les survivants ne sont pas disposés à se battre. Carol tente de faire comprendre à l'ACMI que l'enfant qui l'accompagne n'est pas réellement son fils, mais un corps contenant des souvenirs collectifs sans continuité émotionnelle authentique. L'affrontement se termine lorsque Carol se retire et s'effondre peu après, victime d'une intoxication et d'un épuisement émotionnel. Après la réunion, Socia informe que les survivants se sont dispersés, à l'exception de Kumba. Celui-ci demande la permission à Carol d'emmener Socia comme compagne lors de son voyage à Las Vegas. Cette demande met Carol en colère, car elle y voit la preuve que le système autorise des dynamiques d'exploitation. Carol pose alors une décision directe à la ruche. Socia doit rester avec elle ou partir avec Kumba. Finalement, Carol monte dans un avion à destination d'Albuquerque, tandis que Kumba se rend à Las Vegas avec Socia. Cependant, dans un retournement inattendu, Carol quitte son vol et empêche le départ de l'autre avion. L'épisode 3 remonte le temps jusqu'à 2617 jours avant l'union. Carol et sa compagne Hélène voyagent vers un hôtel de glace en Norvège pour célébrer le succès professionnel de Carol. Bien que le lieu et les aurores boréales fascinent Hélène, Carol ne trouve pas l'endroit particulièrement divertissant. L'histoire revient au présent. Carol retourne au Nouveau-Mexique après sa rencontre avec les autres immunisés anglophones. Socia s'assoit près d'elle et ne s'approche que lorsque Carol a besoin d'informations. Socia énumère les immunisés qui ne parlent pas anglais. Le dernier, Manuso Soedo, au Paraguay, a évité tout contact. Carol insiste pour l'appeler et, après plusieurs échanges tendus, parvient à confirmer qu'il est lui aussi immunisé. À son arrivée à Albuquerque, Carol tente de se débarrasser de Socia, mais celle-ci lui remet son courrier accumulé. Parmi les enveloppes se trouve une lettre adressée à Hélène que Carol ne peut ignorer. Un colis plus volumineux contient un masseur personnel que Hélène avait acheté pour elle. Ce détail déclenche sa colère. Submergée, Carol ordonne à la ruche d'effacer totalement Hélène de sa mémoire collective. Personne ne doit se souvenir d'elle ni la mentionner. Seule Carol conservera son souvenir. Isolée chez elle, Carol se réfugie en regardant des épisodes décraquantes jusqu'à ce que quelqu'un frappe à sa porte. La ruche a envoyé de la nourriture en constatant qu'elle n'a presque plus de provisions. Carol jette le plateau à la poubelle et exige qu'on cesse de l'aider, mais la faim l'oblige à se rendre au supermarché local. Là, elle découvre les rayons vides. Socia explique que les ressources ont été centralisées pour une plus grande efficacité. Carol insiste pour se débrouiller seule, mais quelques minutes plus tard, des camions arrivent et réapprovisionnent entièrement le magasin en parfaite synchronisation, démontrant le pouvoir absolu du système. Cette nuit-là, presque toute la ville est plongée dans l'obscurité, à l'exception du quartier de Carol. Socia explique que l'énergie a été réduite au minimum parce que la criminalité et la plupart des emplois n'existent plus. Frustrée, Carol remarque avec sarcasme que la seule chose qui pourrait l'aider serait une grenade. Quelques heures plus tard, Socia revient en tenant une vraie grenade. La ruche a débattu pour savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie,
mais a décidé de ne pas prendre le risque de refuser. La conversation révèle que la ruche travaille sans relâche et ne peut cesser d'essayer de l'intégrer. C'est une impulsion biologique inévitable. Carole insiste pour que ses souvenirs soient gelés, en particulier ceux de la Norvège. Ils sont intouchables. Convaincue que la grenade est factice, Carole retire la goupille. Sosia réagit immédiatement, lance l'explosif par la fenêtre et se jette sur Carole. L'explosion pulvérise les vitres du camion garé à l'extérieur et projette des éclats dans le jardin. Sosia est gravement blessée. Le lendemain matin, Carole attend à l'hôpital pendant qu'un membre de la ruche lui annonce que Sosia n'a pas subi de dommages neurologiques, mais souffre d'une grave commotion cérébrale. Carole exige de savoir pourquoi on lui a remis une vraie grenade. La réponse est troublante. Si elle le demande, il le lui accorde. Ressources, armes ou toute autre chose qu'elle souhaite, à l'exception d'une bombe nucléaire. Cette révélation pèse lourdement sur Carole. La ruche est incapable de lui refuser quoi que ce soit. L'épisode 4 s'ouvre sur un retour en arrière consacré à Manuso Soedo, le seul immunisé que Carole n'avait pas réussi à contacter au départ. Il vit seul dans une installation de stockage au Paraguay, entouré d'étagères vides et sans nourriture. Le monde est déjà tombé sous l'union, mais il refuse toute aide. Il survit en surveillant des signaux radio artisanaux et en enregistrant toute trace d'activité humaine. La faim finit par l'obliger à forcer l'entrée d'un entrepôt, où il ne trouve que de la nourriture pour chiens qu'il consomme à contre-cœur. À ce moment-là, son téléphone sonne. C'est le premier appel de Carole. Sa tentative maladroite de contact lui fait croire qu'elle fait partie de la ruche. Lorsqu'elle l'insulte en espagnol lors de l'appel suivant, Manuso comprend qu'elle est immunisée comme lui. L'histoire revient alors à Carole, juste après l'incident de la grenade qui a envoyé Sosia à l'hôpital. Carole rentre chez elle au volant d'une voiture de police abandonnée. À son arrivée, elle trouve sa rue remplie de volontaires de la conscience ruche réparant les dégâts, y compris le maire de la ville, désormais réduit à un simple membre du collectif. Carole les observe en silence et commence à réfléchir à la manière d'empêcher l'infection de l'absorber elle aussi, en mettant en évidence une question clé qu'elle doit confirmer. La ruche peut-elle mentir? Pour le vérifier, elle invite un volontaire nommé Larry. L'interrogatoire est simple, mais révélateur. Larry répond à tout avec une honnêteté absolue, même lorsque la vérité est inconfortable. Il cite les romans de Carole mot pour mot, explique pourquoi la ruche les apprécie et répond finalement à la question la plus douloureuse. Que pensait Hélène de son écriture? La réponse est directe et dévastatrice. Hélène ne lisait même pas ses livres. Carole ne s'attendait pas à cette vérité, mais elle confirme ce qu'elle devait savoir. La ruche ne peut pas mentir. Carole rend visite à Sosia à l'hôpital. Elle se remet encore de ses blessures et de la commotion subie en la sauvant de la grenade. Lorsque Carole demande si la ruche a appris quelque chose de nouveau sur l'infection, Sosia admet qu'ils comprennent désormais beaucoup plus qu'au début. Quand Carole demande s'il existe un moyen d'inverser le processus, Sosia se tait. Cette absence de réponse suffit. Carole comprend qu'il existe une issue, mais que la ruche ne veut pas la révéler. Déterminée à forcer des réponses, Carole rassemble des provisions et obtient du thiopental sodique dans une pharmacie. Elle s'administre le médicament et enregistre une vidéo sous ses effets, parlant sans filtre. En la regardant ensuite, elle confirme sa plus grande crainte. Rejoindre la ruche effacerait tout ce qui la définit. Hélène, le deuil, la colère et même son obstination disparaîtraient. Convaincue que le sérum de vérité peut obliger la ruche à répondre, Carole revient vers Sosia en prétendant vouloir lui faire prendre l'air. En secret, elle lui injecte la substance et la sort de l'hôpital. La dose interagit avec les médicaments de Sosia et celle-ci sombre rapidement dans la panique et la confusion. Carole insiste pour obtenir des réponses, mais la situation dégénère. Sosia fait un arrêt cardiaque. La ruche réagit immédiatement et des dizaines de corps encerclent la scène, attentifs et synchronisés. Terrifiée, Carole croit qu'ils vont tenter de dissimuler la vérité et menotte Sosia avec des menottes de police, refusant de les laisser intervenir. Pourtant, la ruche ne montre aucune agressivité. Elle attend simplement. Si Carole n'autorise pas l'aide, Sosia mourra. Sa volonté en tant qu'immunisée prévaut sur tout. Face à cette réalité, Carole s'effondre, libère Sosia et permet l'intervention. La ruche agit en silence et entame les manœuvres pour la sauver. Plus tard, Carole reçoit un appel de l'ACMI, qui l'accuse de provoquer le chaos et remet en question sa stabilité émotionnelle, refusant d'écouter ses découvertes. Sosia survit,
mais reste inconsciente. Carole demeure à l'hôpital, dormant dans les salles d'attente tandis que la ruche quitte le bâtiment dans un silence absolu. À son réveil, Carole découvre l'hôpital vide, Socia a disparu. Un message enregistré confirme que la ruche sait où se trouve Carole et qu'elle doit prendre ses distances. Depuis le toit, Carole observe les unis quitter la ville en flux parfaitement coordonné. Elle se retrouve complètement seule lorsque le compteur indique 8 jours et 22 heures depuis l'union. De retour chez elle, Carole rallume sa caméra. Elle enregistre un message destiné à tout survivant éventuel, affirmant que la ruche peut à nouveau se séparer en individus et demandant une coopération pour trouver une solution commune, bien qu'elle doute que quelqu'un le voie. Elle laisse la cassette dans un colis à l'entrée de sa maison et enregistre un message supplémentaire à l'intention de la ruche, lui demandant de le récupérer et de le distribuer aux autres 12 immunisés, sous-titres inclus. Un drone, et non une personne, récupère le paquet. Avec l'absence humaine, les animaux commencent à occuper l'espace. Des coyotes fouillent les déchets de Carole, y compris la nourriture qu'elle avait jetée. Le lendemain matin, en nettoyant, elle remarque le drone emmêlé dans un poteau. En suivant sa trajectoire, elle constate que les ordures sont remplies de contenants de lait vide. Cette piste la conduit à une ferme laitière voisine où elle découvre des signes indiquant que la ruche a produit une substance pour se maintenir active, de l'eau mélangée à une poudre blanche inconnue. Carole analyse le pH et découvre qu'il est neutre, mais sans aide, elle ne parvient pas à l'identifier. La solitude la frappe de plein fouet. Elle est réellement seule. Cette nuit-là, des loups arrivent sur sa propriété et creusent près de la tombe de Hélène. Carole les chasse en utilisant la voiture de police avec la sirène activée et dort à l'intérieur du véhicule. Le lendemain, elle recouvre la tombe de lourdes dalles pour la protéger. Elle se concentre ensuite de nouveau sur la poudre blanche. En suivant la chaîne d'approvisionnement, elle arrive à un entrepôt nommé Aggregate. À l'intérieur d'un immense congélateur, elle trouve de grandes réserves de nourriture et autres choses encore. En soulevant une bâche blanche, elle reste paralysée par ce qu'elle découvre. Après s'être ressaisie, elle prend sa caméra et entre de nouveau, décidée à tout documenter. Les étagères sont remplies de paquets sous vide contenant des parties de corps humains. La ruche traite des restes humains dans des broyeurs industriels pour les transformer en nourriture. L'histoire fait un bond et montre Carole en train de faire ses bagages. Cette fois, elle ne fera pas confiance au drone. Elle décide de confronter directement un autre survivant, M. Diabaté, qui vit dans le luxe à Las Vegas, totalement intégré à la vie des casinos. La ruche met en scène tout un décor pour lui faire croire qu'il est dans un vrai casino. En suivant sa trace, Carole le retrouve à l'hôtel Westgate. À la surprise de Carole, Diabaté a déjà vu ses enregistrements, avec l'autorisation de la ruche, et est arrivé seul à la même conclusion. Les unis consomment des humains. Ce qui est le plus perturbant, c'est leur calme absolu. Pour l'expliquer, Diabaté montre une présentation narrée par John Cena. Le rapport révèle que le liquide qui maintient la ruche en activité est composé principalement d'aliments stockés proches de la décomposition, complété par 12% de protéines humaines dérivées. Avec environ 100 000 morts quotidiennes dues à des causes naturelles ou à des accidents, la ruche a choisi de réutiliser ses corps plutôt que de les laisser se perdre. Selon sa logique, il s'agit simplement d'efficacité. Diabaté explique que les autres survivants connaissent cet accord et que la plupart l'acceptent. La ruche fait également face à sa propre extinction. Sans source d'alimentation stable, elle disparaîtrait en moins de 10 ans. La protéine humaine dérivée est donc devenue, selon sa logique, une nécessité inévitable. Savoir à quel point les autres immunisés se sont rapprochés du système et combien peu ils partagent son horreur intensifie le sentiment d'isolement de Carole. Avant de se séparer, Diabaté révèle une information cruciale. La ruche ne peut toujours pas convertir les personnes de force. La transformation nécessite le consentement, car le virus doit s'adapter aux cellules souches de l'individu qui ne peuvent être obtenues que par un processus invasif. Cette découverte est récente et Diabaté a refusé de l'accepter. Carole décide d'en faire autant. L'histoire avance jusqu'à 9 jours et 18 heures après l'union. Manuzzo, au bord de l'abandon, détecte une étrange interférence sur la fréquence 8.6.6.130. Cette même nuit, il reçoit l'enregistrement de Carole. Porté par son message, il décide de quitter la ville au moment même où les lumières reviennent de façon inattendue. Après avoir fait ses bagages et mangé pour la première fois de la vraie nourriture, il commence son voyage, mais sa voiture s'arrête. Contraint de continuer à pied,
Il rencontre une version unie de sa mère. Il l'ignore, parvient à relancer le véhicule en descente et repart, choisissant d'avancer plutôt que de renoncer. En parallèle, Carol s'arrête pour faire le plein. Pendant que le drone habituel s'occupe d'un petit achat, elle remplit son véhicule de caisses de feux d'artifice. Près de 13 jours après l'union, elle rentre chez elle et tire des fusées dans le ciel, hurlant avec les loups qui rôdent dans la nuit. Lorsque la voiture de police cesse de fonctionner, elle l'abandonne et change de véhicule. Elle passe la journée à errer sans but, jouant au golf, visitant des sources thermales et une galerie d'art locale. Elle chante constamment pour combler le silence d'un monde vide. Cette nuit-là, Carol célèbre seule son anniversaire avec Hélène, commandant un dîner soigneusement pensé qui représente différentes années de leur vie commune. Pendant ce temps, Manuzzo poursuit son périple vers elle. Il refuse chaque offre d'aide de la ruche, vole du carburant dans des voitures abandonnées et commence à apprendre l'anglais afin de pouvoir parler avec Carol lorsqu'ils se rencontreront. Le chemin devient plus hostile et il finit par s'enfoncer dans une jungle dense. Il refuse encore l'aide, accuse la ruche d'exister sur des vies volées et met le feu à sa voiture avant de disparaître dans la végétation. Blessé et épuisé, il s'effondre au sol jusqu'à ce que le bruit d'un hélicoptère le sauve. 48 jours après l'union, Carol est toujours chez elle, lançant encore des feux d'artifice, mais sans énergie ni espoir. Un matin, Socia apparaît soudainement. Carol s'effondre et la serre dans ses bras, pleurant sans contrôle. Il est révélé que Carol avait écrit la phrase « Revenez au sol » comme une supplication finale. Cette fois, la ruche a entendu et est revenue. Manuzzo se réveille dans un hôpital, furieux d'avoir été secouru. Il exige des soins médicaux précis et reprend son voyage à bord d'une ambulance. De retour à Albuquerque, Carol et Socia cohabitent dans la tension. Elle joue aux cartes, brise lentement la glace, et Carol apprend comment vit désormais la ruche. Tout est partagé. Ils dorment ensemble dans un stade voisin, respectent les animaux et prennent soin des animaux domestiques. Carol dort même parmi eux et les animaux. Avec patience, elle découvre qu'un rapprochement calme révèle plus que la confrontation. Elle apprend que les trains transportent de la nourriture à grande échelle et que la ruche est extrêmement sensible aux émotions humaines. La découverte la plus alarmante est celle d'une immense antenne en construction, conçue pour exploiter l'énergie de la planète et envoyer un signal vers Kepler 22b. Les coupures de courant et la réduction de l'énergie font partie de ce plan. La ruche cherche à s'étendre au-delà de la Terre. Le lendemain, Carol joue au croquet avec Socia et visite un ancien restaurant reconstruit par la ruche, un lieu clé de son passé d'écrivaine. Bien qu'elle admire le travail accompli, elle s'en va en silence, percevant une distraction délibérée. Le soir, Carol retrouve son élan créatif et décide de réécrire son protagoniste Rabon en femme. Carol et Socia partagent une intimité, et Carol semble accepter de plus en plus la ruche. Ailleurs, un paquet métallique arrive dans un village isolé. Une fillette nommée Kuzimayu inhale les vapeurs du conteneur, convulse et s'effondre. L'expérience est un succès. Elle fait désormais partie de la ruche. 60 jours après l'union, Carol et Socia voient arriver Manuzzo à la maison. Armé d'une machette, sa présence provoque l'alarme. Ils acceptent de parler à l'extérieur, mais la méfiance domine. Manuzzo considère la ruche comme un mal absolu et accuse Carol de l'avoir abandonnée. À l'intérieur de la maison, sa paranoïa s'intensifie lorsqu'il découvre d'anciens dispositifs de contrôle. Cette nuit-là, Manuzzo contacte directement la ruche et exige de parler à Socia. Carol réagit avec colère, mais Socia explique que la ruche se soucie d'eux. Soudain, elle est prise de convulsions. Manuzzo expérimente sur un autre uni, provoquant des crises dans toute la conscience collective. À travers sa radio, il transmet un signal pour tenter de démanteler la ruche de l'intérieur. La méthode manque de réussir, mais Carol le force à arrêter. La ruche fuit une nouvelle fois. Plus tard, Carol et Socia partagent des moments de calme dans une station de ski. Elle parle de la Socia de l'amour qui n'habite plus ce corps. Carol se sent plus légère que par le passé, mais la trêve est brève. La ruche révèle qu'elle peut utiliser les ovules congelés de Carol pour obtenir ses cellules souches sans procédure invasive. En un mois, elle pourrait la convertir. Ailleurs, Manuzzo continue d'étudier le signal radio. Un hélicoptère apparaît et largue un conteneur en acier. Socia pilote l'appareil. Carol a décidé de se joindre à lui. Dans le dernier plan de la saison, le contenu du conteneur est révélé, une bombe atomique. Merci à vous, on se retrouve dans une autre saison. Abonnez-vous.